Je vais essayer un peu plus de m'intéresser aux moyens, c'est-à-dire à la façon dont on peut mettre ça en place de façon locale, réellement sur le terrain. Aujourd'hui, les gouvernements ont successivement tenté de se rapprocher de la charte de l'Open Gov, qui est en fait un ensemble de principes qui définissent la démocratie participative. Donc il y a une grande partie qui est la transparence, une grande partie qui est la collaboration avec l'ensemble du tissu social, c'est-à-dire entreprises, citoyens et institutions. Et puis une partie qui concerne réellement la participation. Ça consiste surtout à consulter les citoyens, à voir comment se concerter et comment construire des politiques publiques. Jusqu'à maintenant, on est dans une situation où finalement on donne des délégations à des gens qui vont construire les politiques publiques à notre place. Très souvent, on est un peu déçu de ce qui se construit. Et puis pendant toute la durée d'un mandat, on n'a pas vraiment le choix. On est un petit peu en dehors du coup, jusqu'au prochain mandat où on revote. L'idée de la démocratie participative, c'est de fonctionner autrement. C'est de faire vraiment appel aux gens dans la politique publique de tous les jours. C'est pas du tout une idée révolutionnaire, ça existe depuis pas mal d'années. C'est encadré par la loi. Il y a des solutions pour que ce soit mis en place au niveau local et des solutions qui sont dans notre législation. Il faut savoir qu'en fait, la démocratie participative, l'encadrement légal est depuis 1983, c'est-à-dire que ça a 30 ans d'existence légale aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui me sort d'un chapeau comme ça. Les lois ont encadré très très clairement ce qu'on pouvait faire ou ce qu'on ne pouvait pas faire en matière de démocratie participative. Toute agglomération qui aurait plus de 20 000 habitants est obligée dans le cadre légal, et ce depuis la loi de 2002, de faire de la participation. Aujourd'hui, on s'aperçoit malheureusement que la seule participation qui est faite, elle est uniquement de l'ordre de la consultation, et c'est pas réellement de la participation. On ne demande pas aux gens de participer, on leur demande vaguement d'émettre des idées, et on poursuit le plan qui a été établi. C'est vraiment quelque chose d'important. La participation, ça ne s'arrête pas à prendre l'avis du public. C'est vraiment une démarche qui va de la définition d'un projet à sa mise en place en passant par son évaluation. Donc le processus de participation, c'est vraiment une chaîne complète, un cycle dans lequel les choses doivent s'inscrire. Pour ça, on a un tas de gens qui ont un peu réfléchi sur le sujet et qui ont défini en fait une échelle de la participation. De 1 à 8, aujourd'hui on s'aperçoit que ce qu'on a, c'est souvent quelque chose qui s'étale de 1 à 3 sur cette échelle. Et la plupart des pays y font référence, c'est pour ça que je l'ai utilisé. L'échelle 1 ou 2, c'est ce qu'on appelle globalement de la manipulation ou de l'information, tout au plus. À partir du 3, on arrive dans quelque chose qui est de l'ordre de la participation, où là on va réellement informer les gens, on va les consulter. On va souvent utiliser ces consultations pour faire de la réassurance. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas vraiment à que les gens participent au projet, on cherche surtout à savoir si on a pris des bonnes décisions. C'est ça qu'on appelle ça de la coopération symbolique. À partir de 6, on arrive réellement à des actes de type participatif. Pour essayer de situer les moyens de la participation, on a essayé de définir ça sur deux grands axes. Un que j'ai appelé l'axe d'inspiration et de motivation, du conseil à la démocratisation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on recherche le plus? Est-ce qu'on recherche que les gens participent ou non réellement au projet, ou est-ce qu'on cherche uniquement à avoir leur conseil? Les deux processus peuvent tout à fait être utilisés. La loi aujourd'hui qui encadre la démocratie participative ne nous autorise pas à faire n'importe quoi. Par exemple, en ce qui concerne les investissements à long terme, où on n'a pas le droit de faire de la démocratie participative totale. On peut demander le conseil des gens, mais on ne peut pas aller plus loin. Il y a d'autres domaines, par exemple en ce qui concerne la gestion d'un quartier, ou les investissements à court terme, où là on peut faire de la participation. Le second axe, c'est l'axe du résultat visé, en fait, c'est est-ce qu'on recherche un consensus ou est-ce qu'on recherche une diversité de regards? Les consultations délibératives, c'est quoi? C'est tout simplement quand on est face à un problème, je dirais, un peu précis, on est face par exemple à la piscine du lac qu'on doit rénover. Est-ce qu'on la rénove sur un projet d'un architecte qui a une super idée géniale, ou est-ce que finalement on demande aux gens ce qu'ils ont besoin et on essaye de regrouper ces besoins, arriver à définir ce que l'on veut réellement? En fait, la consultation délibérative, ça va être ça. On va réunir les gens, les faire travailler par atelier, et puis ensuite on va attendre d'avoir des informations, donc de leur part, qui va nous permettre de lancer un projet, voire de donner des pistes à un architecte pour nous faire un projet génial. Seconde méthode participative, ce qu'on appelle la méthode Delphi,
qui est une méthode relativement complexe si on la regarde de près, puisqu'elle consiste en fait à prendre des experts et à traiter un problème de façon itérative entre les experts. Alors qu'est-ce que ça veut dire de façon itérative? C'est-à-dire qu'on va prendre le problème, le faire passer par un premier groupe d'experts, donner ce problème au second groupe d'experts tel qu'il aura été traité par le premier groupe. Le second groupe va s'en occuper, va définir donc des nouvelles données, etc. On va se dire, mais finalement ça ne concerne pas les citoyens. Tout simplement parce que les citoyens, ils ont une expertise, ou par exemple des problèmes, des temps scolaires qui vont être définis de façon nouvelle, c'est dans la nouvelle loi qui est passée du reste. Soit on laisse les mairies faire et les écoles faire de leur côté, le citoyen n'a rien à dire, soit finalement le citoyen, il sait ce qu'il veut pour ses enfants. Donc on peut parfaitement dans cette situation prendre un groupe d'experts qui est un groupe de parents. C'est parfaitement cohérent et je ne pense pas que des parents aient pas l'expertise des enfants et d'être parents. Autre processus, c'est ce qu'on appelle la conférence de consensus. Les taxes d'ordures ménagères posent problème sur l'agglomération de façon générale. On cherche aujourd'hui à imposer telle ou telle vision de résolution. Alors il y en a qui nous disent qu'il faut payer au poids ces taxes ménagères, d'autres qui nous disent non, il faut répartir ça sur la collectivité, d'autres qui disent il faut faire ça en fonction de la feuille d'impôt. Bref, on a un tas de solutions, mais nous là-dedans, on aimerait bien avoir quelque chose à dire. L'idée d'une conférence de consensus, c'est de réunir les gens et puis de laisser s'exprimer tout le monde et de prendre non pas l'avis d'un expert ou l'avis d'un élu, mais l'avis exprimé par ce consensus. Les jurys citoyens, c'est une autre façon de voir aussi un problème. En général, c'est face plutôt à un problème un peu complexe. L'un des problèmes complexes étant le prix de l'eau. Je pense que vous avez tous vu votre facture d'eau monter de façon assez extraordinaire. Cette facture d'eau, elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse, pourquoi ? Parce que la Lyonnaise des Eaux a un tas de fuites qu'ils ne nient pas. Ils l'ont même dit dans le journal, donc il n'y a pas de doute là-dessus, ils ont des fuites. Et ces fuites, il faut bien les faire payer à quelqu'un. Le quelqu'un, c'est nous. L'idée d'un jury citoyen, c'est de réunir un jury de citoyens, que ces citoyens soient tirés au sort complètement. On leur fait écouter les débats entre experts, puisque jusqu'à maintenant, il s'agit d'experts qui vont dire mais oui, mais s'il faut changer les tuyaux, ça va coûter tant, etc. Et ça, c'est un discours que moi, en tant que citoyen, d'abord, je ne suis pas technicien de l'eau, vous non plus, ou pour la plupart en tout cas, voilà, moi c'est vraiment des sujets que je ne peux pas aborder tels que. Par contre, je suis parfaitement capable d'écouter un expert, d'écouter les différents arguments et de porter un jugement vis-à-vis de ces différents arguments. C'est ça un jury citoyen. On va prendre des novices, des gens qui vont nous jouer les candides, qui vont poser des questions à certains moments, qui vont arrêter un choix. Et l'intérêt, c'est que les élus se conforment à ce choix ensuite. Pour la charrette, c'est un peu plus compliqué. La charrette, c'est un processus qui va, je dirais, de la définition d'un projet à son élaboration finale. Alors ça passe forcément par ce qu'on appelle les budgets participatifs. Alors un budget participatif, très rapidement, c'est de faire que, par exemple, sur un quartier comme Kennedy, où on a rénové globalement le quartier, on ait une partie du budget importante qui soit donnée entre guillemets aux citoyens et qu'on demande aux citoyens quoi en faire pour rénover le quartier. Mais que ça soit d'abord les citoyens qui décident de comment ce quartier doit être rénové, qu'ensuite ils décident de comment évaluer, c'est-à-dire quels sont les points de contrôle à gérer pour cette rénovation du quartier, et donc qui définissent des échéanciers, qui définissent des choses comme ça avec les entreprises. Il ne s'agit pas seulement de juste lancer le projet. Il s'agit non seulement de le lancer, mais de le mener jusqu'à son terme. Et à la fin, de l'évaluer. C'est des choses qui sont très courantes dans certains pays, comme le Canada, la Norvège. Alors la cellule de planification, c'est une méthode un peu plus complexe, qui ne va pas chercher à mettre en place quelque chose, mais surtout à définir les plans d'une mise en place. Par exemple, pas plus tard que ce soir, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un énorme problème sur la santé. Alors on verrait tout à l'heure avec l'exposé de Christian qu'on aurait peut-être pu se rencontrer avant, mais bon, visiblement on n'a pas eu l'occasion. Mais par rapport à ça, il va falloir mettre en place des choses, voir comment on planifie ça, comment on envisage l'avenir par rapport à ça, en sachant que si on ne l'envisage pas, on va dans le mur. Les cellules de planification vont faire des petits groupes de citoyens qui vont définir des directions dans lesquels on peut travailler. Et ensuite, c'est bien sûr des experts qui sont censés travailler sur ces directions-là. Il est évident que nous, en tant que particuliers, on ne peut pas définir un projet médical. Un projet médical, c'est des médecins, c'est des instances institutionnelles comme
des organismes de santé ou régionales comme l'ARS, voilà, qui vont pouvoir le définir, etc. C'est certainement pas nous. Le dernier point, c'est quelque chose que tout le monde connaît, finalement, c'est ce qu'on appelle les cafés philosophiques. Ils servent à avoir de nouvelles idées. Alors, c'est relativement intéressant. En France, on a tendance à les mettre un peu de côté parce qu'on se dit, ouais, c'est des joyeux intellos qui discutent dans leur coin. Au Canada, par exemple, c'est très utilisé dans les commissions de quartier. Tout simplement parce que c'est de là que nous sortent principalement les idées pour faire quelque chose et pour avancer pour le futur. Alors, j'ai pris ces 7 méthodes pas au hasard, parce que c'est des méthodes qui ont été définies par le CNRS comme étant les méthodes valides en participation.